Bonjour tout le monde. Donc, comme ça a été promis auparavant, nous sommes dans le cadre des conférences à distance pour les étudiants du S3 de la faculté de droit de Meknès, module droit social. Et bien entendu, cette conférence pourrait être élargie à d'autres étudiants et pourquoi pas toute personne qui serait intéressée au domaine du droit du travail et du droit social en règle générale. Dans les deux précédentes conférences, nous avons essayé de passer en revue d'abord les différents caractères du droit du travail. Nous en avons énuméré un certain nombre et ils étaient très intéressants pour nous de les passer en revue pour la simple raison que ça va nous aider pour le reste des chapitres de notre matière. Une fois qu'on a caractérisé le droit du travail dans le sens où nous avons développé les caractères de celui-ci, nous nous sommes attachés dans une seconde partie de la conférence précédente à présenter les liens étroits qui lient le droit du travail aux autres matières, en l'occurrence le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, le droit fiscal, et nous avons essayé de démontrer que le droit du travail contient des éléments du droit pénal, à travers les sanctions bien entendu, et même au sein même du code pénal marocain, il existe des infractions spécifiques au monde du travail, le harcèlement sexuel à titre d'exemple, la discrimination, le travail des enfants, ce sont des infractions qui se rencontrent plutôt dans le milieu du travail. Nous avons également essayé de voir quels sont les liens qui existent entre le droit fiscal et le droit du travail. Nous en avons trouvé plusieurs. Le salaire, il doit être traité fiscalement. C'est les lois fiscales qui déterminent quelle est la quote-part de l'employeur à verser à l'administration fiscale au titre de l'IR, de l'impôt sur le revenu que le salarié doit payer. Même comme l'IR, il est retenu à la source, ceci incombe à l'employeur de le faire. Et nous avons également indiqué le débat qui existe au sein de la doctrine et de la jurisprudence sur le mode de calcul des indemnités allouées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Est-ce qu'il faut les calculer sur la base du salaire net ou encore sur la base du salaire brut? C'est tout un débat qui est toujours d'actualité malgré le fait que la Cour de cassation a indiqué que ces derniers doivent être calculés, notamment s'agissant du préavis et du dommage-intérêt, sur le net et non pas sur le brut. Nous ne sommes pas d'accord avec cette position de la Cour de cassation et nous allons, Inch'Allah, nous avons déjà écrit un article sur le sujet, mais nous allons le développer encore plus dans le cadre d'autres écrits qui viendront par la suite, notamment les foires aux questions au numéro 5 que nous sommes en train de développer et surtout le numéro 7, oui, c'est ça qui sera réservé aux foires aux questions sur les licenciements. En tout état de cause, à travers l'étude des liens qui existent entre le droit du travail et les autres disciplines, nous sommes arrivés à se poser la question, est-ce que le droit du travail est un droit autonome, ou est-ce qu'il est un droit particulier? Et avec une certitude totale, nous avons démontré que ce dernier ne peut être qu'un droit particulier parce qu'il continue à puiser ses solutions, à rechercher ses solutions dans le cadre du droit civil. Et j'ai donné quelques exemples sur cet état de fait. Et nous nous sommes posé une dernière question. Est-ce que le droit du travail est un droit privé ou un droit public? Et nous avons indiqué qu'il y a une pénétration du droit public dans le droit du travail et par conséquent, on peut le ranger parmi les matières mixtes. Si la relation de travail est envisagée côté employeur et salarié, bien sûr que les règles qui la définissent sont des règles du droit privé. Mais il ne faut pas oublier les éléments du droit public qui existent au sein même du Code du travail. L'intervention du gouverneur en matière de licenciement économique, ou encore lorsqu'il accorde l'autorisation de réduire la durée de travail en réduisant le salaire, lorsque l'employeur utilise cette
faculté au-delà de 60 jours, ou encore l'inspection de travail qui est un corps de fonctionnaires régi par le statut de la fonction publique et un statut particulier, et ces décisions en matière, par exemple, d'autorisation de licenciement des délégués du personnel sont des décisions d'ordre administratif, donc attaquables devant le tribunal administratif. Donc, ceci nous fait dire, sans embâche, que le droit du travail est un droit mixte. Dans le cadre de ce cours, et avant d'engager la réflexion sur le champ d'application du Code du travail marocain, c'est-à-dire de se poser la question, le Code du travail marocain, à qui s'applique-t-il? Est-ce qu'il s'applique à tous les travailleurs ou il y a des exceptions? Ou encore, est-ce qu'il exclut certaines parties, certaines populations, certains travailleurs, certaines catégories de salariés de son champ d'application? Avant d'étudier ce chapitre-là, il est intéressant de voir un chapitre précédent qui s'intéresse à la question des sources du droit du travail. Les sources du droit du travail. Masadir Qanun Shol. Chaque fois que nous étudions les sources, ou que vous avez étudié les sources, notamment au niveau de l'introduction à l'étude de droit, vos professeurs vous ont indiqué qu'il existe deux types de sources, ou deux sortes de sources. Et les appellations divergent, bien entendu. Certains appellent ces deux types de sources, ou ces deux sources, les sources endogènes et les sources exogènes. Sources endogènes et sources exogènes. D'autres les appellent les sources externes et les sources internes. Et d'autres auteurs les appellent les sources internationales et les sources nationales. Nous avons préféré cette dernière appellation pour la simple raison qu'au niveau de la méthodologie, il est plus facile à retenir que les autres. Quoique, ils veulent dire la même chose. Source exogène, ça veut dire externe, donc internationale. Endogène, ça veut dire interne, donc ce sont les sources nationales. Donc, cette appellation dernière nous paraît plus conforme pour les étudiants du S3 pour la classification des sources relatives au droit du travail. S'agissant des sources internationales, force de constater que au niveau international, il existe plusieurs sources, plusieurs conventions internationales qui s'intéressent au monde du travail. Au premier lieu, il y a lieu de citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Nations Unies, que le Maroc a ratifié et qui inclut beaucoup de dispositions qui portent sur le monde du travail. Il y a lieu également de signaler le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, ou encore le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les deux pactes des Nations Unies contiennent également des dispositions qui intéressent au premier lieu le monde du travail. À côté de ces normes internationales du travail, à côté de ces conventions internationales du travail, dont la plupart ont été ratifiées par le Maroc, nous pouvons également citer d'autres conventions internationales spécifiques ou particulières. La Convention internationale sur la protection des enfants, la Convention internationale portant sur la protection des femmes, les conventions internationales portant sur les migrants, et ainsi de suite. Mais celles qui nous intéressent le plus, ce sont celles qui émanent d'organismes spécialisés des Nations Unies, en l'occurrence l'Organisation internationale du travail et l'Organisation arabe du travail. Mundamat al-Amal Douliya wa Mundamat al-Amal al-Arabiyya. Disons tout d'abord que le Maroc est membre de ces deux organisations. Il est membre à part entière de l'OAT, l'Organisation arabe du travail, et il est membre depuis son indépendance à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le rôle de l'OIT, qui a été créé, qui a été mis en place
par le traité de Versailles à la suite de la Première Guerre mondiale, dans le château de Versailles à Paris, c'est de faire bénéficier les travailleurs du monde entier, bien entendu, d'une protection adéquate pour justement les remercier pour l'effort consenti pendant la Première Guerre mondiale. Et pour justement faire en sorte à ce que le monde soit beaucoup plus pacifié que ce qu'il a été à cause de la Première Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle le préambule de la Constitution de l'OIT indique haut et fort que la raison d'être de cette organisation, c'est de faire en sorte que la justice sociale ait lieu et que cette justice sociale ne peut être que bénéfique pour la paix dans le monde. Il y a un lien étroit, selon l'OIT, entre la paix sociale et la justice sociale et le bien-être de tout le monde, notamment des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle il indique haut et fort que le travail n'est pas une marchandise. Pourquoi? Je pense que le contrat de travail, c'est l'un des seuls contrats où l'objet du contrat est l'être humain lui-même, le travailleur, c'est lui qui signe le contrat, c'est lui qui s'engage. Et il s'engage pourquoi? Pour exercer la force de travail au profit de l'employeur. Le contractant est lui-même l'objet du contrat. Il devient lui-même une marchandise. Et l'OIT nous dit haut et fort, non, le travail n'est pas une marchandise. Car celui qui exerce l'activité est un homme avec un H majuscule. Et par conséquent, il faut tenir compte de cet homme-là ou de certains de ses droits. Et le droit, bien entendu, à un travail décent. Amel la'iq. C'est ce qui justifie que, à la date d'aujourd'hui, l'OIT a élaboré pratiquement 200 conventions internationales du travail et un peu plus que 200 recommandations internationales du travail. Nous allons revenir sur la différence qui existe entre les conventions d'un côté et les recommandations de l'autre côté. Mais posons-nous 3 questions. De quoi est constituée l'OIT? Quel est le travail de l'OIT? Et comment l'OIT fait-elle pour pousser les États, pour amener les États à ratifier, à appliquer les conventions qui sont ratifiées par elle ou à les amener à les ratifier si ce n'est pas encore fait. Composition de l'OIT. Dans le système des Nations Unies tout entier, l'OMC, l'OMS, les Nations Unies elles-mêmes et toutes les institutions pratiquement spécialisées des Nations Unies. Celui qui représente le Maroc, c'est l'État marocain, c'est le gouvernement marocain, c'est les autorités marocaines. Les plénipotentiaires qui siègent dans ces organismes internationaux, c'est le représentant de l'État, du gouvernement. Mais l'OIT, il a cette particularité d'être une organisation de composition tripartite. Tkwi, Tuleti. Que veut dire ce tripartisme dans l'OIT? Toutes les instances, tous les rouages de l'OIT sont de composition tripartite dans la mesure où, à la conférence internationale du travail ou encore le conseil d'administration de l'OIT est composé non seulement des représentants des États, des gouvernements, mais également des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs. Ce qui veut dire quoi? Chaque année, généralement au mois de juin, se tient la conférence internationale du travail à Genève. Le gouvernement marocain, par exemple, lorsqu'il participe à cette conférence internationale du travail, il ne va pas tout seul. Il amène avec elle le représentant des travailleurs qui représentent les syndicats marocains et un représentant des employeurs qui représentent les organisations professionnelles des employeurs marocains. Le nombre des représentants de chaque État est de nombre de 4. 2 représentants des gouvernements, 1 représentant des travailleurs
et un représentant des employeurs. Vous allez me dire, monsieur, puisque les États sont représentés par 2 membres, il suffit, nous avons à peu près 183 pays qui sont membres de l'OIT, il suffit de multiplier les 183 par 2 et nous allons nous retrouver avec un nombre pratiquement double de ce que représentent les travailleurs ou de ce que représentent les employeurs. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'OIT. À titre d'exemple, lorsque nous avons une conférence qui porte sur, qu'est-ce que j'en sais moi, le travail à distance, le travail à temps partiel, la protection des marins, non seulement les États votent pour, et il y en a certains qui votent contre, parce qu'ils ne sont pas en faveur de ces dispositions, mais il se trouve également que certains employeurs rejoignent l'État, ou le contraire, que les travailleurs rejoignent les États pour voter cette convention, et en règle générale, dans la plupart du temps, l'OIT, via son conseil d'administration, cherche à avoir le plus large consensus possible avant l'élaboration d'une convention. On ne va pas au vote que lorsqu'on est sûr que tout le monde est d'accord. C'est comme ça que fonctionne l'OIT et c'est comme ça qu'il est arrivé entre 1956 à la date d'aujourd'hui d'élaborer plus de 200 conventions internationales du travail. Donc, composition tripartite. Tripartite, ça veut dire quoi? Que chaque État est représenté à l'OIT par 2 représentants des gouvernements, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs. Il en est de même pour le conseil d'administration. C'est lui qui décide, c'est lui qui définit les règles de fonctionnement de l'OIT. Il est de composition tripartite, c'est-à-dire siègent les États et les représentants des gouvernements et les représentants des travailleurs, c'est-à-dire des syndicats. Pourquoi l'OIT fonctionne-t-elle? J'ai parlé tout à l'heure du traité de Versailles, qui a élaboré la Constitution et qui indique que la paix et la justice sociale sont les raisons d'être de cette organisation internationale du travail. Et pour ce faire, annuellement, il élabore, il adopte des conventions internationales ou des recommandations internationales. Sur quoi portent ces conventions ou ces recommandations? Ils ne portent que sur des questions liées au travail. Ils ne portent pas sur autre chose. Ils portent, à titre d'exemple, sur la liberté syndicale, la protection de la liberté syndicale, la négociation collective, la représentation des travailleurs, le congé annuel payé, le repos hebdomadaire, le salaire, la protection des salaires contre les créanciers de l'employeur, la durée de travail, et ainsi de suite. Différentes conventions. Ces conventions et ces recommandations, qui sont au nombre de 400, si on regroupe beaucoup plus que 400, 402, 404, sont appelés aujourd'hui le Code international du travail. Le Code international du travail. Alors, ce code-là, il représente 2 volumes, 2 gros volumes comme ça, et qui sont destinés au pays. Si vous souhaitez élaborer une nouvelle législation ou modifier celle qui existe chez vous, dans votre pays, voici des conventions et des recommandations qui sont adoptées par tous les pays du monde et qui pourraient être une source d'inspiration pour votre législation, pour votre réforme. C'est la raison d'être fondamentale des conventions et des recommandations de l'OIT. C'est de permettre aux États de s'en inspirer au moment où ils souhaitent modifier leur législation ou encore adopter une législation, puisque cette législation internationale, ce code international du travail, est quelque part, on peut dire, comme s'il émane du Parlement international du travail, du moment qu'il est composé des partenaires sociaux, des gens qui composent les relations de travail, en l'occurrence les employeurs, les travailleurs et les États, on peut l'appeler le Parlement international de travail. Ce Parlement international de travail, il élabore des conventions destinées aux États pour s'en inspirer. Alors là,
je distingue les conventions internationales du travail des recommandations internationales du travail. Une convention internationale du travail est destinée à la ratification, le musadaqa. Pour qu'elle soit valable, pour que l'État soit lié vis-à-vis de l'OIT, il faut que l'État la ratifie, l'accepte, qu'il le publie dans son journal officiel et qu'il envoie une lettre au directeur du Bureau international du travail indiquant qu'il accepte de se tenir obligé par les dispositions de la Convention internationale du travail. Une convention donc est établie par l'OIT dans l'espoir de l'avoir ratifiée par la plupart des États du monde et pourquoi pas par la totalité. C'est le cas par exemple de plusieurs conventions internationales de l'OIT qui ont eu un assentiment et une acceptation internationale. Et d'autres, à la date d'aujourd'hui, ils n'ont été ratifiés que par quelques pays seulement. Quelques pays seulement. Le Maroc, par exemple, a ratifié quelques conventions qui n'ont pas été ratifiées par une bonne partie des pays. Nous allons y revenir, Inch'Allah, plus tard. Un État qui ratifie la convention de l'OIT, il est obligé périodiquement, c'est-à-dire à des intervalles qui sont décidés par le Bureau international du travail, d'envoyer un rapport sur la base, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, indiquant quel est l'état des lieux de sa législation, quelle est la pratique nationale. Et ce rapport doit indiquer quelles sont les statistiques s'agissant de l'application de la Convention, quelle est la jurisprudence des tribunaux portant sur l'application de la Convention, quelles sont les difficultés que l'État rencontre pour la mise en place de la Convention qui a été ratifiée par eux. Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'on ratifie, on vous laisse de côté, on ratifie et on vous demande de faire un rapport périodiquement pour indiquer quel est l'état des lieux de votre législation nationale. Si jamais, à travers ce rapport-là, l'OIT constate qu'il y a une disparité entre la législation nationale, par exemple le Code du travail marocain, et la convention ratifiée par le pays, par le Maroc. Et vous avez là ce qu'on appelle les organes de contrôle de l'OIT. Les organes de contrôle de l'OIT, ils sont très nombreux. Ils sont au nombre de 4. 1. Vous avez la conférence internationale du travail. J'ai dit tout à l'heure que chaque année, au mois de juin, il se tient à Genève. Et chaque année, cette convention internationale constitue une commission, qui s'appelle la commission de l'application des conventions internationales du travail. Et qui est également de composition tripartite. Tripartite, c'est donc tous les rouages de l'OIT. Et il prend tous les anomalies constatées dans chaque pays portant sur la non-application d'une convention ratifiée et il demande des comptes à ce pays-là. Pourquoi vous n'acceptez pas d'appliquer les dispositions de la convention que vous avez acceptées volontairement? Personne ne vous a mis un pistolet sur la tête pour vous obliger à payer. Du moment que vous l'avez accepté, vous avez l'obligation de conformer votre législation interne avec les dispositions de la convention que vous avez acceptée. Première commission donc qui contrôle et qui, comment dirais-je, qui obtient également des résultats, c'est la commission de la conférence pour l'application de la convention internationale. Imaginez un instant qu'un représentant des travailleurs de Djibouti, d'un très petit pays minuscule qui siège, parce qu'il a le droit de siège, parce qu'il a été élu par ses pairs pour siéger dans cette commission, et qui demande des comptes au ministre du Travail marocain, pourquoi vous n'appliquez pas ceci, etc. Donc, une fois que le pays est énuméré pour rendre compte à la commission d'application des conventions internationales du travail, on dit que c'est la liste noire. Ça veut dire que tous les débats antérieurs qui devaient avoir lieu avant n'ont pas réussi. Et le conseil d'administration indique que ce pays-là, il faut qu'on passe à la honte. Ce que Jenks, le directeur juridique du BIT, appelle la mobilisation de la honte.
On va le mettre à l'index devant tout le monde pour que tout le monde, tous les pays du monde, sachent que ce pays s'engage, mais il ne respecte pas. Le Maroc a des ennemis, l'Algérie, etc. Donc il n'a pas le désir de se voir désigné dans cette liste noire. Il fait tout pour coopérer avec l'OIT pour que justement il ne figure pas dans cette liste. Première donc organe de contrôle, la commission de la conférence pour l'application des conventions et des recommandations. لجنة المؤتمر لتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية. Deuxième commission, c'est la commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations. لجنة خبراء منظمة العمل الدولية لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية. Cette commission est composée de plusieurs personnalités de renommée internationale, connues pour leurs excellentes compétences dans le domaine du droit du travail. C'est des sommités en droit du travail. En règle générale, c'est des ex-ministres du travail, c'est des ex-présidents d'État, c'est des professeurs éminents, très reconnus dans leur spécialité et qui siègent dans cette commission. Je pense qu'il est composé à peu près de 50 membres et ils représentent tous les horizons du monde. Vous avez des experts qui représentent les pays maghrébins, d'autres qui représentent les pays arabes d'une manière générale, d'autres qui représentent les pays africains, un expert qui vient d'Afrique, plutôt saharien, et l'autre qui vient de l'Afrique, à titre d'exemple anglophone, qui vient de l'Europe, qui vient de l'Asie, qui vient de ceci, etc., pour avoir une idée globale sur tous les systèmes des relations du travail qui existent à travers le monde. À titre d'exemple, chez nous au Maroc, un des membres éminents, un de mes meilleurs professeurs, des meilleurs professeurs du droit du travail, ici, c'est le professeur Rachid El-Filali El-Mknassi, qui est membre de la commission d'experts pour l'application des conventions et de recommandations et qui est un professeur de droit social à la faculté de droit de Agdel depuis un certain temps, de Suisse ou de Agdel, depuis un certain temps. Et aujourd'hui, il est membre de la commission d'experts pour l'application des conventions. Cette commission contrôle les rapports au titre de l'article 22 dont j'avais parlé tout à l'heure, que chaque État doit envoyer périodiquement. Et soit, lorsqu'il constate une anomalie, il envoie une demande directe, talab mubashir, donc il n'est pas publié. C'est le système de la diplomatie souterraine pour dire à l'État, ben je constate que votre législation sur ce point n'est pas conforme avec la convention que vous avez ratifiée. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à cet état? La prochaine fois, lorsqu'il y a un deuxième rapport sur la même convention, la commission d'experts constate qu'il n'y a pas d'avancement. Et il dit, dans le cadre d'une demande directe, la commission réitère sa demande directe précédente, où il a constaté que, une troisième demande, c'est avec un grand regret que la commission d'experts, le langage diplomatique, chaque mot il pèse, et l'État, les gouvernements le savent. À un moment donné, on ne va pas rester dans cette diplomatie souterraine parce que les demandes directes ne sont pas publiées. On va passer à ce qu'on appelle une observation, molahada. Ça veut dire quoi? Vous avez un rapport publié annuellement, le rapport 3, partie 4b de la commission d'experts, où toutes les observations de la commission d'experts sont publiées et sont énumérées. Et bien entendu, ce rapport, il est public, il est consultable aujourd'hui même sur Internet. Toute personne qui le souhaite peut le consulter sur Internet. Et vous avez l'observation, parce que la demande directe n'a pas abouti. Et l'État, bien sûr, rentre dans ce dialogue avec les organes de contrôle, notamment la commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations. Troisième organe de contrôle. Vous avez parfois, vous entendez au Maroc ou ailleurs qu'il y a un conflit social. Un conflit social très, très important. Le syndicat intéressé par ce conflit, ou ses amis, parce que les syndicats marocains sont membres d'organisations internationales syndicales. S'il a peur de le faire lui-même, il demande à la fédération où il est membre de le faire en son lieu et à sa place.
il dépose une plainte contre le Maroc. Une plainte contre le Maroc devant le conseil d'administration de l'OIT. المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية. هذا المجلس الإداري, ce conseil d'administration fait la commission. Il existe une commission qui s'appelle la commission de la liberté syndicale. لجنة الحريات النقابية. Le Maghreb, notre pays, il a fait l'objet d'une panoplie de plaintes. Un certain nombre de plaintes. Et à chaque fois que cette commission tranche une plainte, vérifie une plainte, il donne des recommandations à l'État pour la bonne application, bien entendu, de la législation. En règle générale, comme son nom l'indique, cette commission est spécialisée dans les plaintes qui portent sur la violation de la liberté syndicale ou l'exercice du droit syndical. Il ne tranche pas les autres questions qui portent sur les autres domaines du droit du travail. Il est spécialisé uniquement en matière de liberté syndicale. Aujourd'hui, 2020, à la date où je vous parle, les différentes recommandations de cette commission d'experts de conseil d'administration de l'OIT ont fait en sorte à ce que nous sommes en présence d'une véritable jurisprudence internationale en matière de liberté syndicale. Chaque État qui souhaite légiférer en matière de droit de grève, de droit de la négociation collective, du droit syndical, il est obligé de regarder ce que pense la commission de la liberté syndicale sur telle ou telle question avant d'écrire la loi, avant de rédiger la loi, avant d'adopter la loi. C'est pour dire l'importance. Donc je ne vais pas continuer d'étudier et de vous présenter tous les rouages de contrôle de l'OIT, c'est pour vous dire tout simplement que si on ratifie, ce n'est pas comme les autres conventions internationales, on est obligé de faire le suivi via l'article 22 de la Constitution qui exige à chaque État d'élaborer périodiquement un rapport sur la convention qu'il a ratifiée et sur les problèmes qu'il rencontre ou les divergences qu'il rencontre avec la législation internationale. Les recommandations. Parfois le débat, j'ai dit tout à l'heure qu'on cherche à, non pas à travers le vote, mais plutôt à travers le consensus. On cherche à travers le consensus d'élaborer ce droit international du travail, ce que j'ai appelé tout à l'heure le Code international du travail. Et certains États vous disent, écoutez, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour nous engager dans le cadre d'une convention avec toute sa lourdeur. Il faut la ratifier, la commission d'experts, la commission de la conférence, nous ne sommes pas prêts de le faire. Nous préférons plutôt élaborer une législation internationale dans le cadre d'une recommandation. Tawsiya. Que veut dire une recommandation? Il veut dire que chaque État qui souhaite s'inspirer de la législation internationale, on lui présente une recommandation pour ce faire. Il ne peut pas ratifier une recommandation, mais il peut s'en inspirer de ces dispositions à chaque fois qu'il souhaite modifier sa législation ou introduire telle ou telle réforme à sa législation du travail. Donc, pour résumer, une convention, on la ratifie et on s'y oblige. Une recommandation, on s'inspire et il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire il est laissé à la totale discrétion de chaque pays de l'accepter, de ne pas l'accepter, de s'en inspirer ou de ne pas s'en inspirer, ce qui est le contraire de la convention. Une fois qu'on la ratifie, on s'y est engagé et par conséquent, il faut l'appliquer. Mais l'OIT, à un moment donné, avec la mondialisation, et notamment après le débat houleux qui a porté sur la clause sociale, el Bund al-Shimai, vous savez, la mondialisation a eu pour effet que les frontières dans le monde, les frontières et les barrières douanières doivent être levées pour que la marchandise et les personnes puissent circuler librement. C'est ça la mondialisation. Donc, les États pauvres indiquent que, mais écoutez, nous, on ne peut pas ouvrir nos frontières à vos marchandises parce que vous avez la puissance financière, vous avez l'industrie, vous avez la technologie, et nous sommes des pays pauvres, vous allez nous avaler. Les États pauvres, les États riches indiquent aux pays pauvres, si vous voulez que vos tomates, si vous voulez que votre textile, si vous voulez que vos marchandises entrent en Europe
aux États-Unis, au Canada, il faudra que vous appliquiez des dispositions qui garantissent les droits des travailleurs. Ce qui veut dire, dans les traités commerciaux internationaux qui vont lier les États, on va trouver des clauses, on va trouver des dispositions qui portent sur la condition de travail des travailleurs de chaque pays. On appelle ces clauses-là, dans les traités commerciaux, les clauses sociales, al-Bund al-Shimaï ou al-Bunud al-Shimaï. Une discussion de longue haleine a eu lieu au cycle du l'Uruguay-Ronde et qui s'est terminée à Marrakech dans le cadre de la création, de la mise en place de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. À Marrakech, le débat a été très puissant, très houleux, très crucial entre les États sur cette clause sociale. Et l'OIT avait peur que son domaine de compétence, en l'occurrence le droit du travail, les relations professionnelles, le lui échappe au profit de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est la raison pour laquelle il a été membre à part entière dans les débats sur la mise en place de l'OMC. Et en ce moment-là, il a dit que toutes les questions sociales, c'est moi qui va m'en occuper. Et en 1996, à Copenhague, il a mis en place ce qu'aujourd'hui on appelle la déclaration de l'OIT sur la protection des travailleurs. Mithaq al-Huquq al-Assasiyya lil-Ujara. Mithaq al-Huquq al-Assasiyya lil-Ujara. La charte des droits fondamentaux des travailleurs, qui est une charte qui a été élaborée, comme je viens de le dire, à Copenhague, en 1996, au titre de cette charte. Que dit l'OIT? Vous, les membres de l'OIT, personne ne vous a demandé d'adhérer à mon organisation. Personne ne vous a demandé de devenir membre de l'Organisation internationale du travail. Quand vous êtes devenu membre, vous avez signé un engagement que vous devez respecter les principes de l'OIT. Et ces principes, ils figurent dans le préambule de la Constitution de l'OIT et ils figurent également dans la déclaration de Philadelphie de 1944. Parmi ces principes énumérés, aussi bien dans la Constitution de l'OIT que dans la déclaration de Philadelphie, figure le fait qu'il faut respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut respecter le principe de la non-discrimination. Il faudra protéger les enfants. Il ne faut pas obliger une personne de travailler malgré lui. Et il faut respecter la liberté syndicale et le droit des salariés d'avoir la possibilité de négocier avec leur employeur. Ben, l'OIT vous dit que ces conventions qui portent sur ces domaines constituent la charte des droits fondamentaux que chaque État, qui les ait ratifiés et qui ne les ait pas ratifiés, il doit les appliquer. C'est ça la nouveauté de l'OIT. C'est ça ce qui est une révolution en droit international du travail. Un État ne peut être engagé au niveau du droit international que lorsqu'il a ratifié une convention. Au sein de l'OIT, même si on n'a pas ratifié, on est obligé d'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de droits fondamentaux de l'OIT. Et l'OIT a fait un tri dans ces conventions pour chercher quelles sont les conventions fondamentales. Il en a trouvé 8. Il en a trouvé 8. 2 conventions sur le travail des enfants. La convention numéro 138 de l'OIT sur l'âge d'admission des enfants et la convention numéro 181 sur l'abolition des formes la plus abominables de travail des enfants. Juge ديال الاتفاقيات. اتفاقية تحديد سن الولوج للشغل ديال 138 واتفاقية 181 لمحاربة الأشكال البشعة ديال عمل الأطفال. L'OIT vous dit que ne me dites pas que vous êtes un pays pauvre. Ne me dites pas que votre système de développement ne vous permet pas de accepter que le fait qu'un enfant, sa place est à l'école et qu'il ne peut travailler qu'à partir de l'âge de 15 ans révolu. Ça, vous devez l'accepter. Que vous ayez et que vous n'ayez pas ratifié la convention 138 ou la convention 181, vous devez respecter ces 2 conventions et vous devez m'envoyer tous les 2 ans un rapport sur cette question. Si vous les avez ratifiées, quelles sont
les systèmes d'application, les statistiques, la jurisprudence, si vous ne les avez pas ratifiés, qu'est-ce que vous faites pour, justement, pouvoir les ratifier le plus rapidement possible? Travail des enfants, 2 conventions, 138, 181. 2 autres conventions ont été choisies par l'OIT pour figurer également dans cette charte des droits fondamentaux. En l'occurrence, la convention numéro 100 et la convention numéro 111. 100 sur l'égalité de chance en matière de salaire entre les hommes et les femmes. Pourquoi une femme va toucher moins qu'un salaire d'un homme alors qu'il fait la même chose? L'OIT nous dit, à travail de valeur égale, salaire égal. لكل عمل مماثل أجر مماثل. Il ne faut pas qu'il y ait de disparité de salaire entre les hommes et les femmes lorsqu'ils effectuent le même travail. Et pour ce faire, il existe une convention qu'il avait élaborée dans le temps et qui a été ratifiée par notre pays. Et il s'agit de la convention numéro 100. Une deuxième convention concerne également un des principes de la non-discrimination, à savoir le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'activité syndicale, l'activité politique, la situation familiale, la situation conjugale, le sexe, l'âge, l'état de santé. Tout ceci ne peut pas faire en sorte qu'on écarte un salarié lorsqu'il souhaite accéder à l'emploi parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, parce qu'il est de religion musulmane, ou il est chrétien, ou il est juif, parce qu'il vient d'un milieu aisé, ou il vient d'un milieu pauvre, parce que la femme est mariée, ou il n'est pas marié, parce qu'il a des enfants, situation familiale, où il n'en a pas, parce qu'il appartient à tel syndicat, ou il ne veut pas appartenir à un syndicat, parce qu'il appartient à tel ou tel parti politique. C'est la convention numéro 111 de l'OIT qui prohibe la discrimination, qui interdit la discrimination, qui considère la discrimination comme un phénomène qu'il faut bannir dans chaque pays. 2 conventions donc sur la non-discrimination, la convention numéro 100 sur l'égalité de chance et de traitement en matière de salaire entre les hommes et les femmes, et la convention numéro 111 sur la non-discrimination pour les raisons que je viens de citer. 4 donc conventions jusqu'à maintenant. L'OIT, on a trouvé 2 autres, à savoir le fait que une personne, s'il le souhaite, il peut travailler, mais il ne peut pas être contraint à travailler malgré lui. On ne peut pas forcer une personne de travailler malgré lui. On n'est pas dans un système communiste. On n'est pas dans un système totalitaire où toutes les personnes doivent travailler. On a la liberté du travail, qui veut dire la liberté de travailler ou de ne pas travailler. Et l'OIT a élaboré 2 conventions sur cette question, la convention numéro 29 sur le travail forcé et la convention numéro 105 sur l'abolition du travail forcé. L'abolition du travail forcé. L'OIT vous indique que aucune personne ne peut travailler malgré lui. Ne me dites pas que le système de développement économique vous oblige à faire travailler des gens malgré eux. Ça, je ne l'accepte pas. Le travail n'est pas une marchandise et c'est contre la dignité de l'homme et ça nous fait revenir à l'ère de l'esclavagisme que le monde a connu auparavant, qui a été aboli. Il en est de même pour la Convention 105 qui interdit de forcer une personne de travailler dans certaines situations. Par exemple, une personne qui a été condamnée pour une opinion politique à une peine de prison, et il se trouve, à cause de cette opinion politique et à cause de cet emprisonnement, en train d'exécuter un travail. Ou une personne qui a été emprisonnée et mise en prison, et l'administration pénitentiaire le loue, je mets le mot louer entre guillemets, le loue à un propriétaire terrien, à un exploitant agricole, moyennant un prix pour qu'il travaille chez lui. Ce prisonnier n'a pas la liberté de travailler ou de ne pas travailler, il est forcé de travailler, et la convention numéro 105 de l'OIT interdit cet état de fait. Donc nous sommes là en présence de 6 conventions, 2 sur le travail des enfants, 2 sur la discrimination et les 2 autres sur le travail forcé. Il en reste encore 2
pour compléter la panoplie de la Charte des droits fondamentaux, nous avons indiqué qu'il s'agit de 8 conventions. Les deux dernières, c'est la convention numéro 87 et la convention numéro 98 de l'OIT. La convention numéro 87 indique que les travailleurs ont la liberté d'adhérer au syndicat de leur choix sans aucune restriction. Ils ont la liberté de l'exercice du droit syndical sans aucune restriction. Et la convention numéro 98 indique à chaque État de protéger la liberté syndicale et de promouvoir la négociation collective. Inash al-Mufawada al-Janaya. 8 conventions. Force est de constater que le Maroc a ratifié 7 des 8 conventions. En l'occurrence, la convention numéro 138 et 182 sur le travail des enfants, la convention 100 et 111 sur la non-discrimination, la convention 29 et 105 sur le travail forcé, et la convention 98 sur la protection de la liberté syndicale et la promotion de la négociation collective, mais il n'a pas ratifié la convention numéro 87 sur la liberté syndicale. Et cela veut dire que le Code du travail n'est pas conforme avec la convention 87? Allons voir quelques-unes des dispositions de la convention 87. Celle-ci indique que les travailleurs ont la liberté, article 3 de la convention, ont la liberté de choisir leurs dirigeants, comme ils le souhaitent. Le Code du travail indique que le dirigeant syndical doit être de nationalité marocaine. Première différence entre la convention et le Code du travail marocain. Deuxième différence, la convention 87 indique que chaque État qui ratifie, et là maintenant puisqu'il fait partie de la Charte des droits fondamentaux, même s'il ne la ratifie pas, il est obligé de l'appliquer. Chaque État doit faire en sorte à ce que dans la législation du travail, tous les fonctionnaires bénéficient également de la liberté syndicale. Chez nous, au Maroc, les magistrats ne bénéficient pas de la liberté syndicale. La Constitution l'interdit. Les administrateurs du ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Les personnes qui travaillent dans l'administration pénitentiaire n'ont pas la liberté de se syndiquer. Les douaniers n'ont pas la liberté de se syndiquer. Les policiers n'ont pas la liberté de se syndiquer. Les forces auxiliaires n'ont pas la liberté de se syndiquer. L'armée n'a pas le droit de se syndiquer. La convention 87 de l'OIT indique pour les personnes qui portent des armes, on peut ne pas leur appliquer le droit de se syndiquer. Mais pour le reste, il faut leur donner le droit de se syndiquer. Alors que le Maroc interdit le droit syndical à toutes ces personnes que je viens d'énumérer. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Maroc n'a pas ratifié la convention et même s'il le souhaite, plus tard la ratifier, il faut qu'il modifie la Constitution pour enlever l'empêchement des magistrats de se constituer sous forme de syndicats. Les magistrats aujourd'hui sont constitués sous forme d'amicales ou sous forme d'associations, mais ils n'ont pas le droit de créer des syndicats pour défendre leurs intérêts à titre. C'est un des exemples de la non-conformité de la législation du travail marocain, du Code du travail marocain, avec les dispositions de la convention numéro 87. Alors, quel est, et c'est la dernière résultat, que fait l'OIT pour promouvoir ces conventions internationales? Il agit par ce qu'on appelle la coopération technique ou l'assistance technique. Chaque État qui le souhaite et qui a une difficulté, il peut demander à l'OIT de l'assister dans la mise en place de telle ou telle politique publique. À titre d'exemple, le Maroc a bénéficié d'un programme de l'OIT, du BIT, du Bureau international du travail, pour la mise en place de la stratégie nationale de l'emploi. Il a bénéficié également d'un programme pour le renforcement du dialogue social au Maroc. Il a bénéficié également d'un programme de l'OIT, d'assistance de l'OIT, pour justement renforcer l'inspection du travail. Je peux citer un nombre, je ne vais pas dire indéfini, mais très important, de programmes d'assistance technique du BIT au Maroc. Et il l'a fait au Maroc, il le fait en Algérie, en Tunisie, dans tous les pays du monde qui le souhaitent.
Donc l'action de l'OIT est une action à triple face, une action normative par la création, l'élaboration des normes internationales du travail, en l'occurrence les conventions internationales destinées à la ratification et les recommandations destinées à l'inspiration, première activité de l'OIT. Deuxième activité, activité de contrôle de l'application des conventions, notamment celles qui ont été ratifiées et même celles qui ne sont pas ratifiées lorsqu'ils font partie de la charte des droits fondamentaux de l'OIT. Troisième activité, activité d'assistance technique des pays qui le souhaitent pour justement promouvoir les conventions internationales du travail. Je peux citer d'autres activités, la participation à d'autres organismes internationaux, mais ce n'est pas très intéressant pour notre propos. Voici donc ce qu'il y a à dire sur cette source internationale, externe ou exogène. Vos professeurs, dans les ouvrages que vous allez consulter, vous pouvez trouver cette source-là sous différentes appellations, source exogène, masadir kharijiyya, source externe ou source internationale, c'est exactement la même chose. Quelles sont les sources internes qu'on peut appeler également endogènes ou qu'on peut également appeler nationales? Dans ces sources nationales internes endogènes, on peut faire la distinction entre certaines sources qui viennent de l'État, qui sont élaborées par l'État, qui sont mises en place par l'État, qui sont de création étatique, et des sources qui sont de création non étatique, qui viennent du milieu professionnel par exemple, ou d'un milieu externe. Quelles sont les sources étatiques qui viennent de l'État? Au premier des rangs de ces sources étatiques, on trouve la Constitution. La Constitution du Royaume du 29 juillet 2011. Avec les constitutions qui l'ont précédée, bien entendu. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est en vigueur aujourd'hui. Cette Constitution donne une part très importante au droit international, notamment les droits de l'homme. Il suffit de la lire, il suffit de lire justement uniquement le préambule pour se convaincre que le Maroc met son action dans le cadre des droits fondamentaux et des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas une de mes citations, c'est celle du préambule de la Constitution qui indique que le Maroc reconnaît les droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Il indique également, cette Constitution, que l'État marocain, doit promouvoir les dispositifs du droit de l'homme au Maroc, il faut qu'il le promouvoie, et il faut également qu'il bannisse et qu'il combat toutes les discriminations à l'encontre de quiconque. Il faut qu'il bannisse toutes les discriminations et qu'il les combat par tous les moyens. Et il indique que le droit international ratifié par le Maroc, les conventions internationales ratifiées par le Maroc ont une force plus importante que le droit interne, une fois qu'il ne touche pas à l'identité nationale, une fois qu'il ne touche pas à les trois sacralités d'El le Maroc, à savoir la religion, la territorialité d'El le Maroc et l'identité marocaine. Une fois qu'ils ne sont pas contraires à ces trois principes, ils ont une force beaucoup plus puissante que le droit interne. Et que l'État doit faire en sorte à ce que ces derniers, enfin à ce que le droit interne, à ce que la loi nationale soit en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Donc, chaque fois que le Maroc ratifie une convention internationale, la Constitution du Royaume invite le gouvernement marocain, chaque fois que cette convention n'est pas en contradiction avec l'identité marocaine, d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de cette convention. Mais nous trouvons également au corps même de la Constitution plusieurs articles qui sont
applicable uniquement, exclusivement au droit du travail. À titre d'exemple, l'article 31 de la Constitution qui accorde à tous les citoyens le droit et la liberté d'adhérer aux syndicats de leur choix. Article 31 de la Constitution qui indique que tous les citoyens ont le droit d'adhérer aux organisations syndicales. L'article 29 de la Constitution qui donne une valeur constitutionnelle au droit de grève. Le droit de grève est garanti, me demande, et une loi organique viendra montrer les modalités de son exercice. La Constitution, également, dans son article 19, prévoit l'égalité entre les hommes et les femmes, et il indique qu'il faut qu'ils jouissent des mêmes droits. La Constitution indique également qu'il faut respecter le principe de la non-discrimination. Et surtout, une véritable nouveauté de la Constitution, c'est l'article 133 de cette dernière. L'article 133 de la Constitution, et c'est une nouveauté, c'est une révolution au Maroc, permet à chaque citoyen, à vous et à moi, à monsieur tout le monde, chaque fois qu'il a une affaire pendante devant la justice, une affaire devant le tribunal de première instance, devant le tribunal administratif, devant le tribunal de commerce, de dire au juge, attendez, vous souhaitez m'appliquer cette loi? Je soulève l'exception d'inconstitutionnalité de cette loi. Et je vous demande de surseoir à statuer pour soulever cette question devant le Conseil constitutionnel. Et on attend l'avis du Conseil constitutionnel avant de revenir devant l'instance judiciaire normale. Le principe d'exception d'inconstitutionnalité d'une loi qui permet à tous les citoyens. Avant, c'était permis uniquement à certaines personnes énumérées par la Constitution. Aujourd'hui, l'exception d'inconstitutionnalité nous permet de soulever une question devant le juge. À titre d'exemple, une personne va être licenciée parce qu'il a participé à une grève et le règlement intérieur ou tel règlement émanant de tel ou tel ministre indique que le droit de grève est interdit dans tel secteur. Le fonctionnaire en question, la personne en question, il a le droit de dire au tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de surseoir à statuer, et je soulève une question d'inconstitutionnalité de ce règlement que vous souhaitez m'appliquer devant le Conseil constitutionnel. Et c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera cette question d'inconstitutionnalité, et une fois sa décision émise, on revient vers le tribunal qui doit respecter ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Vous voyez que le droit constitutionnel n'est pas étranger au monde du travail et c'est une source d'inspiration énorme, fondamentale, très puissante en matière du droit du travail. Les lois organiques. Votre professeur vous a certainement enseigné la différence entre les lois ordinaires et les lois organiques. Il faudra que les deux chambres du Parlement disposent d'un certain temps avant de commencer leur discussion, et surtout après leur promulgation, il faudra qu'ils soient validés par le Conseil constitutionnel. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont une suprématie sur les lois ordinaires. La Constitution prévoit dans son article 29 que le droit de grève est garanti, mais il renvoie à une loi organique pour justement nous indiquer quelles sont les modalités de l'exercice du droit de grève. 7 projets de loi organique sur le droit de grève ont vu le jour. Aucun projet n'a abouti. Il y en a un qui a été élaboré cette année, en 2020, mais les syndicats refusent de le discuter parce que, soi-disant, ils n'ont pas été consultés sur son propos. Troisième source étatique, les lois ordinaires. Le Code du travail est une loi ordinaire. Il a été voté par le Parlement. Et il n'y a pas que le Code du travail qui régit le droit du travail, nous avons d'autres lois. À titre d'exemple, la loi 12-18 sur la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles. Nous avons également la loi 51-99 sur l'ANAPEC, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Il y a plusieurs lois ordinaires qui intéressent le monde du travail, en dehors, bien entendu, du Code du travail, qui est représenté par la loi, bien entendu, qui
la loi 65-99 qui a été votée par le Parlement. Le règlement, si vous lisez le Code du travail, à plusieurs reprises, vous allez trouver que cet article serait complété par un règlement, par un texte réglementaire émanant des autorités administratives, par un règlement, par un décret. Un décret précisera les modalités de son exercice. 57 décrets sont prévus par le Code du travail. 57 décrets ou décrets et arrêtés. Les décrets et arrêtés complètent les textes de loi émanant du Code du travail. À titre d'exemple, vous avez l'article 184 qui indique que la durée de travail est de 144 heures, 2288 heures par an dans le secteur non agricole et 2496 heures dans le secteur agricole. Il est de 44 heures par semaine. Comment on va la répartir? Eh bien, vous avez un décret d'application qui nous indique comment répartir la durée de travail de 2288 heures ou les 44 heures par semaine, qui sont prévues par un décret, par un texte réglementaire. Ils viendront compléter l'article 16. Nous avons 57 situations dans le Code du travail où on renvoie à des textes réglementaires. Et vous avez également des circulaires ministérielles. Le ministère du Travail a élaboré un certain nombre de circulaires. À titre d'exemple, sur l'application de l'article 62 du Code du travail, une circulaire sur l'application de l'article 184 du Code du travail, des circulaires différentes à l'inspection du travail, comment se comporter vis-à-vis de certaines situations auxquelles ils sont confrontés. Les circulaires sont également une source étatique du droit du travail au Maroc. Et vous avez en dernier lieu la jurisprudence de la Cour de cassation et des tribunaux, et notamment celle de la Cour de cassation. À une multitude de situations, au fur et à mesure, Inch'Allah, de ce cours, nous allons citer plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Les juges de la Cour de cassation donnent vie à certains articles qui sont ambigus, qui méritent plusieurs interprétations. Ou, en cas de silence de la loi, ils donnent une interprétation de la loi qui peut résoudre un tel ou tel problème. Donc, la jurisprudence constitue également une source d'inspiration pour le Code du travail. À côté de ces sources qui viennent de l'État, quelque part de l'État, la justice, il est étatique chez nous au Maroc, même s'il y a le principe de la séparation du pouvoir. Constitution, loi organique, loi ordinaire, règlement avec ces deux façades, arrêtés et décrets, ou encore jurisprudence. À côté de ces sources-là, il y a des sources qu'on peut qualifier de sources professionnelles ou internes à l'entreprise. Professionnelles ou internes à l'entreprise. Parmi les sources professionnelles ou internes à l'entreprise, on peut citer le règlement intérieur ou encore les usages de l'entreprise. Le règlement intérieur est un document élaboré par l'employeur dans le cadre de son pouvoir réglementaire, justement pour que ce dernier puisse indiquer aux travailleurs quelles sont les règles à suivre dans son entreprise et qui ne sont pas toujours pris en considération dans le Code du travail. À titre d'exemple, fumer une cigarette, ça ne figure pas dans le Code du travail, il ne fait pas partie des fautes graves, mais dans certaines entreprises, fumer une cigarette peut constituer une faute très grave. Je donne l'exemple des embouteilleurs de gaz, par exemple. Metra Gaz, Ismaïlia Gaz, qu'est-ce que j'en sais, moi? Donc, le règlement intérieur est un petit code du travail élaboré par l'employeur pour donner les règles à suivre dans le cadre de son pouvoir réglementaire et dans ce cadre de son pouvoir de direction pour dire aux salariés quelles sont les règles à suivre dans l'entreprise. Et le Code du travail nous dit que une fois que ce règlement intérieur est validé par les autorités administratives chargées du travail, il devient obligatoire pour les deux parties. Et les juges nous indiquent que lorsqu'il y a une disparité, lorsqu'il y a une différence entre les dispositions de la loi du Code du travail et du règlement intérieur, le juge cherchera quelle est la disposition la plus favorable. Si c'est celle du règlement intérieur, il donnera application
au règlement intérieur. Si les dispositions du règlement intérieur sont moins favorables que celles du Code du travail, le juge donnera application aux dispositions du règlement intérieur. Moins favorable, c'est le Code du travail. Disposition du règlement intérieur plus favorable, c'est le règlement intérieur qui s'applique. On appelle ce principe le principe de faveur. Le juge cherchera quelle est la source la plus favorable. Et vous pouvez inclure même les autres sources. Même les autres sources que nous avons citées précédemment, en l'occurrence les conventions internationales, la Constitution, les lois ordinaires, les lois organiques, les règlements, les décrets et une jurisprudence qui n'est pas une source directe de la loi, comme vous le savez. Règlement intérieur, mais il y a à côté du règlement intérieur les usages. L'usage est une source conventionnelle de la loi. L'usage est une source conventionnelle de la loi. C'est une source non légiférée. La différence entre la loi et l'usage, c'est que la loi, il est écrite, et l'usage, c'est une source, mais qui n'est pas écrite. On les appelle également les sources autonomes, en opposition aux sources hétéronomes. Mais nous préférons quand même les sources non légiférées ou encore les usages d'entreprise. Vous savez, j'avais, dans le cadre du premier cours, indiqué que le droit du travail, au départ, était constitué par des règles élaborées par les corporations, les Dam Tawaif al-Bihaniya, et des règles qui sont ancrées sur certains métiers à telle enseigne qu'on ne peut pas échapper. Matériel, un exemple très simple. Vous souhaitez, et qui ont un lien direct avec le droit du travail. Donc se pose la question, est-ce que l'usage est une source de la règle de droit en droit du travail? Bien sûr que non. En cas de présence d'une source écrite, c'est la source écrite qui prévaut, sauf lorsque l'usage est plus favorable que la source écrite. Le principe de faveur toujours. L'usage en lui-même, lorsqu'il est moins favorable que le Code du travail ou que les textes écrits, ils n'ont aucune valeur. Il ne peut donc être d'application que lorsque son contenu est plus favorable aux salariés que les dispositions de la loi écrite. Alors, quand est-ce qu'on est en présence d'un usage en droit du travail? Cette question mérite justement qu'on s'y attarde, parce que c'est très difficile de reconnaître est-ce qu'on est en présence d'un usage ou pas. À titre d'exemple, un employeur qui accorde à un salarié, à une salariée son assistance, à l'occasion de son mariage, un chèque. Oui. Et lui donne un cadeau, un chèque de 5000 dirhams. Est-ce que toutes les femmes qui vont se marier après ont le droit de bénéficier de cette prime de mariage qui est de 5000 dirhams? Parce que l'employeur l'a accordé à une de ses salariés auparavant. Autrement dit, comment on peut distinguer un usage, en l'occurrence un droit acquis, d'une simple gratification? Hiba, à l'employeur. Comment on peut distinguer une gratification, qui dépend de la volonté de l'employeur, d'un droit acquis? La question s'est posée devant la jurisprudence et il a fait sortir 3 critères cumulatifs pour qu'on soit en présence d'un droit acquis, c'est-à-dire la prime du mouton, la prime de l'Eid al-Adha, la prime de la rentrée scolaire, il ne figure pas dans le Code du travail. La prime du 13e mois, la prime du bilan, la prime de salissure, la prime du rendement, pratiquement toutes les primes ne figurent pas dans le Code du travail. Mais beaucoup d'entreprises accordent à leurs salariés ces primes-là. Alors, l'employeur n'a pas d'argent. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui pour plusieurs entreprises à cause de Covid-19. Et il dit à ses salariés, je ne vous donne pas de la prime, de la ou de la salada. Est-ce qu'il enfreint la loi? C'est-à-dire, il enfreint un droit acquis aux salariés parce que c'est son droit, ou bien il peut, chaque fois qu'il le souhaite,
ne pas accorder la prime parce que c'est lui qui le décide unilatéralement et par conséquent, c'est une gratification. Pour répondre à cette question, la jurisprudence a mis en place 3 critères cumulatifs. Premier critère, l'ancienneté, al-qidam. Il faut que l'employeur accorde à ses salariés une prime de Eid al-Adha, la fête du mouton, pendant un certain temps. Combien de temps? La jurisprudence nous indique pendant 3 ans au moins. Moins de 3 ans, on ne peut pas la considérer comme un droit acquis, comme un usage. Plus de 3 ans, c'est certainement un droit acquis. Deuxième critère, la généralité. La généralité. C'est-à-dire, il faut qu'il soit accordé à tout le monde. Tout le monde, tout le monde. La jurisprudence nous indique qu'une prime de bilan peut être accordée uniquement au service de la comptabilité. Une prime, comment dirais-je, une prime de vente peut être accordée uniquement aux vendeurs de l'entreprise et pas aux autres. Une prime de production, il peut être accordé uniquement aux gens qui sont dédiés à la production. Mais il doit être accordé à tout le monde qui travaille dans la production, à tout le monde qui travaille dans la vente, à tout le monde qui travaille dans la comptabilité pour qu'on soit en présence d'une prime. C'est le principe de la généralité. Troisième principe, j'ai dit qu'il faut qu'ils soient réunis tous les 3, c'est-à-dire qu'ils soient cumulatifs. Ancienneté, généralité et constance. الاستمرارية. 3 ديال العناصر باش نكونوا امام حق مكتسب. القدم، العمومية والاستمرارية. La constance. Que veut dire la constance? Chez nous au Maroc, il y a un proverbe qui dit علم عادة وقطع عادة عليها نتعادة. علم عادة وقطع عادة عليها نتعادة. Il faudra qu'à l'occasion de chaque Eid al-Kbir, l'employeur accorde à ses salariés la prime de l'Eid al-Kbir. Mais si une année il l'accorde, 2 ans il ne l'accorde pas, ce n'est pas un droit acquis. Ce n'est pas un usage de l'entreprise. C'est une simple gratification qui dépend de la volonté de l'employeur. Ce sont là les principales sources du droit du travail, sources internationales, l'OIT, j'en ai longuement parlé, sources nationales qu'on distingue sous deux formes, les sources étatiques et les sources professionnelles. Les sources étatiques, la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les règlements, la jurisprudence, les sources professionnelles, le règlement intérieur et les usages de l'entreprise. Le juge, lorsqu'il est en face de plusieurs sources qui réglementent la même chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire œuvre d'appliquer la source la plus favorable aux salariés. Pourquoi? Parce que l'article 11 du Code du travail indique qu'en cas de disparité de sources, en cas de différence entre les sources, on doit chercher la source la plus favorable aux salariés. C'est le principe de faveur. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et on se retrouvera dans un moment, après un moment de repos, pour un nouveau chapitre qui portera sur le champ d'application du droit du travail. Donc ces vidéos-là, vous pouvez les consulter plus tard, après cette présentation, sur ma page ordinaire de Facebook. Vous pouvez les consulter également, exclusivement, parce que je vais les supprimer de cette page pour les mettre dans ma page officielle, Dr Mohamed El-Khoury Youssoufi. Vous pouvez les consulter à tout moment parce qu'ils vont figurer tout le temps. Merci beaucoup et à tout à l'heure dans le cadre d'un nouveau chapitre qui portera sur le champ d'application du droit du travail. نطاق تطبيق مدونة الشغل، نطاق تطبيق مدونة الشغل، نطاق تطبيق قانون الشغل بصفة عامة. Merci et à tout à l'heure.